Il m'avait assuré qu'il voulait de moi. Que Thanksgiving n'aurait pas la même saveur sans ma présence. Viens, mamie, on a besoin de toi, m'avait-il dit. Alors, je les ai crus. J'ai préparé ma fameuse pâte à tarte. J'ai sorti mon cardigan préféré. Et j'ai soigneusement empaqueté toute la tendresse qu'il me restait. Puis, j'ai attendu. Me voilà à la porte 3A de l'aéroport de Minneapolis, St. Paul, debout sous l'enseigne des arrivées, ma valise à roulettes à mes pieds, le manteau replié sur un bras. Autour de moi, des gens riaient, s'embrassaient, se retrouvaient avec des fleurs, des ballons et des enfants brandissant des pancartes. Chaque personne retrouvait les siens. Pas moi. J'étais seule, figée comme un colis oublié. Cela faisait 42 minutes que l'avion était arrivé. Je l'avais confirmé 2 fois. J'avais aussi relu plusieurs fois le message que ma belle-fille m'avait envoyé. On vient te chercher. Les enfants sont impatients. Avec un petit cœur. J'y avais répondu, mon vol arrive à 15h10. Trop hâte de vous prendre dans mes bras. Je n'ai jamais eu de réponse. Je gardais mon manteau sur le bras, parce qu'il faisait chaud. Et je suis restée debout. Je refusais de m'asseoir, de peur qu'en le faisant, je me sente abandonnée pour de bon. Je voulais garder un semblant de dignité. Je ne voulais pas ressembler à une femme qu'on aurait laissée derrière. À un moment, mon téléphone a vibré. Ce n'était ni un appel ni un message. Juste une alerte des réseaux sociaux. Et pourtant, mon cœur s'est mis à battre plus fort. Pas parce que j'attendais quelque chose, mais parce que parfois, c'est sur ces applis que ma famille poste leurs nouvelles avant de penser à me contacter. J'ai ouvert l'application. Et là, tout s'est figé. Ils étaient là. Tous. Mon fils Greg, vêtu du pull bleu marine que je lui avais offert l'an dernier. Sa femme, Méline, toujours rayonnante et bronzée. Les enfants, Elliot et Ruby, installés autour d'une belle table. Des bougies, une dinde bien dorée, de la purée, et une tarte, qui n'était pas la mienne. Ils levaient leurs verres, souriant. La légende de la photo, une maison remplie d'amour. Joyeux Thanksgiving de notre famille à la vôtre. J'ai scruté l'image encore et encore. Il n'y avait aucun doute possible. Cette fête s'était faite sans moi. Et il n'y avait jamais eu de place prévue pour moi à cette table. Je n'ai pas pleuré. Pas immédiatement. J'ai simplement tourné les talons, enfilé mon manteau et quitté le terminal, passant devant les files de taxis et les panneaux des navettes. Je ne savais pas encore où j'irais, mais une chose était claire, je ne resterai pas là à attendre d'être rappelé. Ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à peine 3 jours avant le départ, Greg m'avait appelé. Et rien que ce geste, déjà, aurait dû m'alerter. Mon fils ne téléphone jamais, sauf pour une raison précise. Un anniversaire, une facture, une demande. Mais là, il avait ce ton étrangement doux, presque trop enthousiaste. « Coucou maman. Tu fais quelque chose pour Thanksgiving ?» Je lui ai répondu que je pensais rester tranquille chez moi, faire rôtir un petit poulet, peut-être une tarte si mes mains le permettaient, et regarder un vieux film. Rien de bien spécial, avais-je dit. Juste moi et la radio. Il a marqué une pause, comme s'il calculait quelque chose. Eh bien, a-t-il dit, les enfants demandaient de tes nouvelles. Ils pensaient que tu aimerais peut-être venir ici cette année. Tout le monde sera ensemble. Ce ne serait pas bien sans toi. Ce côté-là, ce ne serait pas bien sans toi. Ça m'a fait quelque chose. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie vraiment désirée quelque part. Nécessaire. Oui. Appelée, dépendante, mais pas désirée. Il y a une différence. Alors, j'ai dit oui. J'ai dit que je trouverais un vol. Greg n'a pas proposé de réserver ni de me rembourser, et je n'ai rien demandé. J'avais encore l'enveloppe avec l'argent de Noël que j'avais mis de côté pour les urgences. Je pensais que c'était admissible. Après avoir raccroché, j'ai fixé le téléphone un moment, les doigts encore crispés. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où j'avais ressenti de l'excitation. Ni inuite, ni anieuse, ni oblige, just simplement excité. La dernière fois que quelqu'un m'avait invité sans rien demander, ça faisait des années. J'ai réservé le billet le soir même, j'ai trouvé un billet sans escale en promotion. J'ai même payé $12 de plus pour choisir un siège avec plus d'espace pour les jambes. C'était peut-être idiot, mais je me suis dit que puisque je devais traverser la moitié du pays, autant le faire avec un peu de confort. Le lendemain, je suis allée faire les magasins. Pas seulement pour les cadeaux, d'ailleurs. J'ai pris 2 livres pour les enfants et une boîte de truffes au chocolat noir que Méline aimait bien. Non, je me suis aussi acheté quelque chose. Un nouveau cardigan bleu marine en laine douce. Le genre qui tombe parfaitement sur les hanches et qui donne l'impression d'être à sa place. J'ai fait mes valises 3 jours à l'avance. J'ai vérifié la météo à Minneapolis,
j'ai baissé le chauffage et j'ai sorti les poubelles plus tôt. Je n'ai pas prévenu mon groupe de bridge de mon départ. Ils poseraient trop de questions. Et peut-être qu'une partie de moi ne voulait pas porter la poisse. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait dit « Viens, on te veut ici ». J'ai pris l'avion le matin de Thanksgiving. L'aéroport était bondé, plein de gens avec des valises à roulettes, des écouteurs, des oreillers en forme d'animaux. J'ai souri à un bébé assis de l'autre côté de l'allée, j'ai échangé un regard avec une autre femme plus âgée qui lisait un livre de poche. Toutes deux, les mains sur les genoux, sans rien dire. À l'atterrissage, j'ai lissé ma jupe et épousseté les miettes sur mes genoux. J'avais emporté mes bonnes chaussures, des noires à petits talons. Je voulais ressembler à la femme qu'on invite. Et j'ai cru l'être, jusqu'à ce que je ne le sois plus. Le trajet depuis la zone de récupération des bagages jusqu'à la sortie m'a semblé plus long que d'habitude. Peut-être était-ce dû au poids de la valise. Peut-être à un poids complètement différent. J'ai roulé mon sac devant les kiosques à café, les familles réunies, la jeune femme pleurant de joie sur l'épaule de son petit ami. Je n'ai pas ressenti d'amertume à ce moment-là, juste un sentiment de dégoût, comme si quelqu'un avait mis sur pause pendant que le reste du monde continuait son mouvement. Dehors, le ciel était gris, avec cette lumière terne du Midwest qui alourdit même l'air. Mon téléphone était toujours silencieux. Pas de SMS, pas d'appel manqué. J'ai regardé l'heure à nouveau. 15h54. Le dîner de Thanksgiving ne commencerait probablement pas avant 17 ou 18 heures. Peut-être étaient-ils occupés. Peut-être que les enfants faisaient des folies, ou que la dinde avait besoin d'être arrosée. Il y avait une douzaine de raisons, toutes anodines. Mais même les raisons anodines piquent quand on est seul à l'arrivée. J'ai attendu encore 20 minutes sur le trottoir avant que mes genoux ne commencent à protester. Je me suis assis sur un banc. J'ai regardé des inconnus monter dans des voitures qui connaissaient leur nom. J'ai vu une femme en doudoune apporter un chocolat chaud et un câlin à sa belle-mère. La belle-mère paraissait plus âgée que moi. Ce câlin, bref, serré, sincère, m'a touché au creux de la poitrine. À un moment, j'ai essayé d'appeler. Greg n'a pas décroché. J'ai laissé un message. J'ai dit que j'avais atterri. J'ai dit que j'étais au point de ramassage habituel, devant la porte B, sous le panneau avec l'avion dessus. J'ai dit que j'espérais que tout allait bien et que j'attendrais encore un peu. Mais je le savais déjà. Je le savais avant d'ouvrir à nouveau l'application, avant que la photo ne se charge, avant de voir la sauce au canneberge, la longue table en bois et la légende sur les cœurs pleins. Ce n'était pas la première fois qu'on m'oubliait, mais c'était la première fois que je m'autorisais à l'admettre. Je me suis levée, j'ai épousseté mon manteau et j'ai tiré la valise derrière moi. Pas de taxi, pas de Uber, juste moi et le trottoir. Un homme poussant une poussette m'a adressé un sourire las. J'ai hoché la tête en retour. C'est drôle comme, dans les aéroports ou à l'extérieur, on peut parfois se sentir plus vu par les étrangers que par son propre sang. Il était presque 17 heures. L'air était devenu plus âpre. Le genre de froid qui vous glisse sous le col et vous demande « Et maintenant ?» Je n'ai pas répondu, j'ai continué à marcher. Mes chaussures n'étaient pas faites pour autant de trottoirs, mais je ne me suis pas arrêtée. À environ 800 mètres, juste après une agence de location de voitures, je l'ai vu. Un petit bâtiment trapu avec une enseigne au néon indiquant « Tina's Dîner ». Mon regard vacillait. Les vitres étaient embuées par la chaleur intérieure. Quelqu'un avait scotché des dindes en papier aux vitres. J'ai entré. La sonnette au-dessus de la porte a tinté. À l'intérieur, le restaurant sentait la graisse chaude et la cannelle. Des vinyles, des menus jaunis, un comptoir avec des tabourets fêlés. Il y avait peut-être 6 personnes à l'intérieur. Un homme en veste UPS, un couple d'âge mûr mangeant en silence, une serveuse à la queue de cheval courte qui leva les yeux à mon entrée et me dit « Joyeux Thanksgiving, ma belle ». « Pareil pour toi », dis-je, surprise par la fermeté de ma voix. Je choisis une banquette près de la fenêtre et m'y glissai. Le siège était chaud, la table propre. J'ôtai mon manteau. « La cuisine est calme aujourd'hui », dit la serveuse en me tendant la carte. « Mais on a de la dinde et une tourte. »« Ça a l'air bon », dis-je. « Laquelle ?» Elle sourit. « Citrouille, noix de pécan ou citron vert. »« Citrouille été, s'il vous plaît. »« C'est bon. » J'ai regardé par la fenêtre en attendant. Ma valise était à côté de moi, tel un petit chien obéissant. Mon téléphone, posé à l'envers sur la table, vibra une fois. Je ne le retournai pas. La tourte arriva. Elle était tiède avec une noisette de crème fouettée légèrement fondante. Le thé était fort et légèrement amer, comme je l'aime. J'en pris une bouchée, puis une autre. C'était la meilleure part de tarte que j'avais mangée depuis des années. Peut-être pas à cause des épices ou de la croûte. Peut-être parce que, pour une fois,
je ne l'avais préparé pour personne d'autre. J'ai mangé lentement. Je ne me suis pas précipitée. Je n'ai pas fait défiler les plats. Je n'ai pas attendu que quelqu'un vienne me dire que c'était un malentendu. Il ne viendrait pas. Pas aujourd'hui. Peut-être jamais. Et pourtant, j'étais là, entière, respirant, assise à un box sous des dindes en papier, laissant la chaleur revenir dans mes doigts. Quand la serveuse a apporté l'addition, elle a demandé « une autre part à emporter ». J'y ai réfléchi un instant. Puis j'ai hoché la tête. Oui, pour plus tard. Elle m'a fait un clin d'œil. La meilleure décision que tu auras prise de la journée. J'ai souri. Non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'elle avait raison. L'air était plus vif en retournant dehors. Le petit sac blanc contenant ma deuxième part de tarte pendait à une main, et ma valise roulait derrière moi avec un bruit de plastique souple. Je n'avais pas de plan. Pas d'hôtel réservé, personne n'attendait, mais je ne me sentais pas perdue. Pas vraiment. Il y a une sorte de paix qui vient quand on cesse enfin d'attendre que ceux qui nous ont fait du mal réparent les choses. Le vent s'est levé tandis que je marchais. Le motel économique le plus proche n'était pas loin. J'avais vu l'enseigne en remontant péniblement de l'aéroport. Valley Inn, tarif à la semaine disponible. Rien d'extraordinaire, un bâtiment carré et bas, peint en beige, avec un distributeur automatique devant la porte d'entrée. Mais il y avait des lumières allumées et, pour l'instant, c'était suffisant. Dans le hall, un homme derrière le comptoir regardait un match de football sur une petite télévision. Il a levé les yeux quand je suis entrée, son visage reflétant l'ennui et la graisse de friteuse. Besoin d'une chambre? Oui, juste pour une nuit, ai-je dit. Célibataire. Je me suis regardée. Mes bonnes chaussures étaient éraflées par la marche. Mon cardigan sentait légèrement l'avion. J'ai hoché la tête. Célibataire. Il a glissé un formulaire sur le comptoir. Pièce d'identité et carte. Je l'ai lui étendue. Pendant qu'il tapait, j'ai jeté un coup d'œil à la télévision. Une équipe rouge et or était en train de perdre lourdement. L'homme ne semblait pas s'en soucier. Chambre 114, dit-il en me glissant une clé sur un anneau fragile. Au bout de la rangée. Je la pris, le remerciai et descendis ma valise sur le trottoir. La chambre était exactement comme je l'imaginais. 2 lampes aux abat-jours dépareillés, un couvre-lit au motif brun discret, une télévision plus vieille que mes 2 enfants, mais il faisait chaud. Il y avait un chauffage en état de marche et une salle de bain étonnamment propre. J'enlevai mes chaussures et m'assis au bord du lit. Mes pieds me faisaient mal. Mon dos encore plus. Mais mon cœur, la partie qui aurait dû être brisée, semblait étrangement intacte. Je fixai longuement le téléphone avant de le rallumer. 3 appels manqués de Greg, 2 de Méline, un seul SMS. Maman, où es-tu? Aucune excuse, aucune explication, juste la confusion. Comme si j'avais disparu. Comme si c'était moi qui avais oublié de venir. Je ne répondis pas. Au lieu de cela, j'ai ouvert ma valise, sorti mon carnet, celui que j'utilise pour les listes de courses et les pensées que je ne dis jamais à voix haute, et j'ai écrit quelque chose sur une page blanche. Je ne suis pas de trop. Je ne suis pas un accompagnement à la table de quelqu'un d'autre. J'ai longuement fixé la phrase. Puis je l'ai soulignée. J'aurais pu pleurer il y a 1 an, il y a 5 ans, je l'aurais fait. Mais ce soir, les larmes ne sont pas venues. Ce qui est venu à la place, c'est une étrange clarté, comme un plongeon dans l'eau froide. Choquante, mais nette. Il ne s'agissait pas seulement de ce dîner ou de l'aéroport. Il s'agissait des années qui avaient précédé. Les anniversaires qu'ils avaient manqués. Les messages vocaux restés sans réponse. Les invitations de dernière minute qui ressemblaient toujours à des obligations, jamais à de la joie. Je me suis souvenu de Noël, il y a 2 ans, quand Méline a appelé et m'a dit « On serait ravis de vous recevoir si ce n'est pas trop compliqué de venir ». Ce silence dans sa voix, cette façon de dire « Si je leur faisais un jambon, je prenais le but ». Je me suis souvenu des 40 ans de Greg. Je lui ai envoyé un portefeuille en cuir avec ses initiales gravées. Il m'a répondu par SMS groupé « Merci à tous pour les cadeaux ». Je me suis souvenu de la pièce de théâtre de Ruby à l'école, comment j'avais trouvé la diffusion en direct et regardé sur mon petit ordinateur portable avec un verre de vin et une boule dans la gorge. Elle ne savait pas que je regardais. Personne n'en avait parlé. Et pourtant, j'ai continué à venir jusqu'à aujourd'hui. Peut-être faut-il rester seul au bord du trottoir, dans une autre ville, pour voir la forme de ce qui a toujours été là. Je ne faisais pas partie de leur vie. J'étais un accessoire, une commodité, un substitut pour qu'ils se souviennent d'eux-mêmes. J'ai regardé la chambre de motel autour de moi, laide, honnête, fonctionnelle. C'était l'endroit le plus honnête où j'étais allée depuis des années. Je me suis levée,
je me suis préparé une tasse de thé avec la machine à café en plastique et je me suis assise en tailleur sur le lit avec ma deuxième part de tarte. Pas d'assiette en porcelaine, pas de serviette en lin, juste un sac en papier blanc et une fourchette en plastique. Et pourtant, j'avais le goût de quelque chose que j'avais mérité. Le plafond de la chambre de motel était fissuré au-dessus du lit comme une carte routière. Je le fixais tandis que le chauffage sifflait et ronflait. Dehors, j'entendais le vent racler la voie d'évitement et, de temps en temps, le grondement d'un moteur de l'autoroute toute proche. Un homme, 2 chambres plus loin, toussait profondément, humide, misérable. Quelque part, la chasse d'eau a tiré. La nuit n'a pas été paisible, mais elle a été honnête. Vers 2 heures du matin, je me suis enfin endormie, la couverture rêche remontée jusqu'au menton, mon carnet toujours ouvert sur la table de nuit. J'ai dormi dans les vêtements que j'avais portés à mon arrivée, trop fatiguée pour me changer, trop lasse pour défaire mes valises. Le lendemain matin, je me suis réveillée avant le soleil. C'est une habitude que je n'ai jamais perdue. Même après la retraite, mon corps insiste pour être utile à 6 vaches. Je me suis préparé une autre tasse de café léger avec la machine de la chambre et j'ai regardé le ciel s'éclaircir à travers les stores. La tarte avait disparu. Le thé aussi. Mais le silence persistait. À 7h12, mon téléphone a vibré. Maman, je suis vraiment désolée. Il y a eu confusion avec le ramassage. On pensait que ton vol était demain. Peux-tu venir à la maison aujourd'hui? Les enfants veulent vraiment te voir. Greg, aucune explication pour la photo. Aucune mention du dîner. Aucune excuse pour avoir publié un message de Thanksgiving sans moi. Juste de la confusion. Et toi, peux-tu? J'ai fixé le message, puis j'ai posé le téléphone. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je me suis habillée, je me suis brossé les cheveux, j'ai appliqué un peu de rouge à lèvres. Il ne s'agissait pas de les voir. Je n'y allais pas. C'était une question de dignité, de me rappeler que c'était toujours à moi de décider comment je me présentais au monde. Même si personne ne regardait, le hall était rempli d'un bol de pommes abîmées et d'une carafe de café au goût de carton brûlé. J'ai pris une pomme et je l'ai glissée dans mon sac. J'ai réglé ma note. L'homme derrière le comptoir leva, à peine les yeux de son résumé de match de football. Dehors, il faisait froid et propre. Le vent s'était calmé. Le ciel était d'un bleu glacial, comme on n'en voit qu'en novembre. Vif, haut, infini. Je ne retournais pas à l'aéroport tout de suite. Au lieu de cela, je marchais. Il y avait quelque chose que je devais faire avant. À 1,5 km plus loin, coincé entre une station-service et un magasin de pneus fermés, se trouvait une petite annexe postale. J'y entrai et demandai une enveloppe et un stylo. « Vendez-vous des timbres ?» demandai-je. « Bien sûr, » dit la caissière. Elle était jeune, avec du vernis écaillé sur les ongles. « J'en ai besoin d'un pour une lettre au Massachusetts, » dis-je. Elle me le tendit et j'écrivis l'adresse de mémoire. Emma Wexler, 12. Pond Hollow Lane, Worcester, MA 609. Ma petite fille. Emma était la fille de Greg, issue de son premier mariage. La seule qui m'appelait encore juste pour parler. Elle avait 23 ans maintenant, terminait ses études d'infirmière. Elle m'a envoyé des photos de son chat, m'a raconté quand elle avait réussi ses examens, m'a demandé ma recette de farce au pain de maïs. L'enveloppe est restée vide un instant. Puis j'ai sorti une page de mon carnet et j'ai commencé à écrire. Emma, ma chère, tu m'as dit un jour que j'étais ton refuge. Je veux que tu saches que cette audition a compté plus pour moi que la plupart des choses au monde. Ce Thanksgiving ne s'est pas déroulé comme prévu. J'ai traversé le pays en avion pour une table à laquelle je n'étais pas censé m'asseoir. Mais j'ai trouvé dans ce silence quelque chose d'inattendu. Un espace pour me souvenir de qui je suis sans attendre que quelqu'un d'autre le dise en premier. J'ai continué à écrire. Ni amer, ni dramatique, juste vrai. En fermant l'enveloppe, je me suis sentie plus légère. À 22h35, j'ai réservé un billet de retour. Même compagnie aérienne, même porte d'embarquement, une autre femme embarquant. Le vol n'était que le soir, alors j'ai trouvé un café près du terminal avec de grandes fenêtres et de bons scones. Je suis restée assise là pendant des heures, avec du thé et un stylo, à ressasser des choses restées trop longtemps non dites. Je n'ai pas écrit à Greg. Je n'ai pas appelé Méline. Je ne leur ai pas dit où j'étais. Ils verraient le rappel manqué. Peut-être se demander, peut-être pas. Je n'étais pas en colère. J'en avais marre. Vers 16h, la lumière a changé. Ce genre de brume dorée qui embellit même les parkings. J'ai vu un petit garçon courir vers un monospace, son sac à dos rebondissant. Il s'est retourné et a fait signe à sa grand-mère, plus lente mais souriante. Elle lui a rendu son salut et il a couru vers elle, lui saisissant la main comme si c'était son ancre.
Je les ai observés jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Et je me suis murmuré, ni fort, ni amer, juste clair. Je le méritais aussi. L'avion de retour n'était qu'à moitié plein. Une bénédiction, vraiment. J'avais toute une rangée pour moi. Le siège côté hublot était froid quand je me suis assis, et je l'ai laissé ainsi. Je n'ai pas encore pris la peine de plier mon manteau, ni de lisser la ceinture de sécurité sur mes genoux. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti le besoin de me mettre en ordre pour le confort des autres. L'hôtesse de l'air a souri doucement. On rentre ou on laisse ça? A-t-elle demandé en posant un gobelet d'eau en plastique sur mon plateau. Les deux, dis-je. D'une certaine manière. Elle n'en demanda pas plus, acquiesça simplement et passa à autre chose. Cette compréhension tranquille, rare et bienveillante. Je regardais par le hublot pendant le décollage, regardant la ville grise rétrécir sous nos pieds, les pistes s'entrecroisant comme des cicatrices effacées. Alors que l'avion s'élevait, le ciel s'ouvrit plus grand, bleu au-dessus et en dessous, sans rien entre les deux, si ce n'est le ronronnement sourd des moteurs et ma propre respiration. Je crus ressentir à nouveau le chagrin, une vague de chagrin. Je l'attendis comme on attend les turbulences, mais il ne vint pas. Je ne ressentais pas la paix non plus. Pas encore. Mais je me sentais immobile, enracinée, présente. C'était nouveau. À mi-vol, je sortis mon téléphone de mon sac et le ralluma. Je me disais que je ne faisais que vérifier l'heure, mais bien sûr, les notifications affluèrent. 4 SMS de Greg, un message vocal. Maman, je suis vraiment désolée. Appelle-moi, s'il te plaît. Les enfants demandaient où tu étais. Méline a dit qu'elle pensait que tu savais qu'on avait avancé le dîner d'un jour. On peut parler? Je n'ai pas ouvert le message. Je ne l'ai pas supprimé non plus. Laissez tomber. Laissez attendre comme j'avais attendu. J'ai éteint le téléphone. À l'atterrissage, il faisait déjà nuit. Ma petite ville brillait d'une lumière calme et familière. Le chauffeur de la navette qui m'a ramené au parking était un homme d'un certain âge, l'œil pétillant. Il m'a demandé si j'étais allé voir de la famille, et j'ai souri et répondu, pas vraiment. À la maison, la lumière de ma véranda était toujours allumée. Je l'avais laissée allumée par habitude, comme si je m'attendais à revenir, fatigué, repu, blotti dans la chaleur de ma famille. Au lieu de cela, je suis entré avec des morceaux dans mon sac, et l'esprit plus vif qu'il ne l'avait été depuis des années. Ma maison sentait la lavande et le vieux bois. Le radiateur s'est allumé avec un bruit métallique réconfortant. J'ai posé ma valise et accroché mon manteau. J'ai avancé lentement, non pas par âge, mais par intention. J'ai préparé une tasse de tisane à la camomille et je me suis assise à la table de la cuisine. La même table où j'avais organisé des années de Thanksgiving, où Greg avait renversé de la sauce et Emma avait découpé des flocons de neige dans des serviettes, où Méline était restée assise, les lèvres pincées, regardant son téléphone plus que mon visage. J'ai regardé autour de moi comme si elle appartenait à quelqu'un que je rencontrais encore. Puis j'ai ouvert le tiroir à côté du réfrigérateur. Ce tiroir, celui avec les dossiers, celui intitulé Greg et Emma et le service juridique. J'ai sorti le dossier de Greg. Il était épais. Des reçus, des copies de chèques, des copies imprimées d'aide aux frais de scolarité, une facture d'un mécanicien que je l'avais aidé à payer quand sa transmission était tombée en panne, le cosignataire du prêt immobilier de 2010, la compte pour l'école maternelle privée que j'avais versée à Ruby avec un mot de la main de Méline. On te remboursera après le versement du bonus. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai tourné chaque page avec précaution, comme pour penser des blessures, ni par colère, ni même par tristesse, mais par lucidité. Puis j'ai pris le dossier plus fin intitulé Emma. Des cartes d'anniversaire, des photos qu'elle m'avait envoyées par la poste, une copie imprimée de son faire-part de remise de diplôme, des mots manuscrits à l'encre pétillante, un remerciement pour l'avoir aidé à payer ses frais de scolarité, une carte postale du Vermont. Si seulement tu étais là. L'automne est sauvage et merveilleux. J'ai fermé les 2 dossiers et me suis assise. Puis j'ai pris mon carnet. Et cette fois, je n'ai pas écrit de sentiments. J'ai écrit un plan. Le lendemain matin, j'étais à la banque avant même que les portes ne s'ouvrent. Un léger givre recouvrait les marches, les rendant glissantes. Mais je les ai gravies lentement et régulièrement, portant mes plus vieilles bottes et ce même cardigan bleu marine. Le cardigan n'était pas assorti à mon écharpe, mais je ne me souciais plus des apparences. Je me souciais de l'action. Le caissier, un jeune homme au regard bienveillant et au sourire nerveux, m'a accueilli avec la politesse que l'on réserve aux personnes âgées. « Bonjour, Madame Wexler. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui? J'aimerais parler à quelqu'un au sujet de mes comptes, ai-je dit. De tous. » Il a hoché la tête, a jeté un coup d'œil à un écran, puis a appelé au fond. Quelques minutes plus tard, on m'introduisit dans un bureau vitré,
au fauteuil moelleux et à la faible odeur d'encre. Une femme nommée Nathalie se présenta comme ma gestionnaire de compte. Elle avait l'air de quelqu'un qui faisait du yoga à midi et qui avait toujours des amandes dans son sac. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui, Madame Wexler? Je souhaite suspendre tous les prélèvements automatiques. Tous à partir d'aujourd'hui. Elle cligna des yeux. Tous? Oui. Elle tapota quelques touches, les sourcils légèrement haussés en parcourant l'écran. Vous avez pas mal de virements récurrents à des membres de votre famille, des frais de scolarité, une assurance auto, et aussi des dons programmés à des œuvres caritatives. Gardez les œuvres caritatives, dis-je. Arrêtez le reste. Il y eut un long silence. Voulez-vous expliquer pourquoi? Je la regardai. Vraiment. Et à sa décharge, elle ne remplit pas le silence d'une fausse inquiétude. Non, dis-je. J'ai déjà passé assez de temps à m'expliquer. Elle hocha la tête. Compris. Pendant qu'elle travaillait, je restais assis dans le silence de ce bureau et regardais le monde bouger par la fenêtre. Une mère installant un jeune enfant dans un siège auto. Un homme âgé poussant un déambulateur. Un camion de livraison au ralenti depuis trop longtemps. Terminé. Nathalie finit par dire, tout est suspendu. Je préparerai les papiers pour l'annulation complète si vous voulez revenir signer demain. Je le ferai. Elle hésita. Il y a aussi une procuration au dossier. Grégory Wexler, voulez-vous toujours qu'il ait accès? J'ai senti mon pouls ralentir, pas s'accélérer. Non, ai-je dit. Révoquez-le. Compris. Elle a imprimé le formulaire et je l'ai signé d'une main ferme. Quand j'ai quitté la banque, le gel avait fondu. Je ne me suis pas précipitée. Je me suis arrêtée à la boulangerie du coin, je me suis acheté un petit pain frais et j'ai fait le long chemin jusqu'à chez moi. Il ne s'agissait pas de punir Greg. Pas vraiment. Il s'agissait de tracer une ligne là où je ne l'avais pas encore fait. De reconnaître que l'amour ne naît pas du seul sacrifice. Il a besoin de lumière. Il a besoin de vérité. De retour à la maison, j'ai sorti le plat à tarte de l'évier, je l'ai lavé délicatement et je l'ai rangé. Peut-être qu'un jour je referai une tarte. Peut-être pas. Mais je n'en ferai pas pour des gens qui m'auraient abandonné sur le trottoir. Cet après-midi-là, j'ai appelé mon avocat. Monsieur Altman s'était occupé de nos affaires pendant plus de 30 ans. Il nous avait aidés à acheter la maison, à rédiger le testament de mon mari, et même à rédiger la première version du mien en 2005. Sa voix était chaleureuse mais prudente. Madame Wexler, que puis-je faire pour vous? J'aimerais modifier ma succession, ai-je dit. Et je veux créer une fiducie pour Emma. Oui. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'était pas obligé de le faire. Les gens comme Monsieur Altman ont connu toutes les formes de déception familiale. Nous avons convenu d'un rendez-vous pour le lendemain. Lorsque j'ai raccroché, je n'ai ressenti ni triomphe, ni victoire, juste une certaine lucidité. Ce soir-là, je me suis assise sur la véranda, une couverture sur les épaules, le thé refroidissant sur la balustrade. Quelques voisins sont passés. L'un me fit signe, l'autre non. La rue était calme et je ne me sentais pas bien, pas guérie, mais stable, comme si j'avais enfin cessé de frapper à une porte qui ne s'ouvrirait jamais. Le lendemain matin, le ciel était doux et bas, de ce gris hivernal pâle qui enveloppe les maisons comme une gaze. Je m'habillai lentement, non par fatigue, mais pour ne pas précipiter la suite. À 9 heures précises, j'étais dans le bureau de Monsieur Altman, un petit immeuble de 2 étages au volet vert et à la réception qui sentait vaguement le vieux papier et le cirage. Les mêmes photos encadrées d'or étaient accrochées à leur place habituelle. Ses enfants, son bateau, son bulldog coiffé d'un bonnet de Père Noël. Il se leva à mon entrée, toujours aussi poli qu'il y a 20 ans. Madame Wexler, dit-il en me tendant la main. Ravi de vous revoir, monsieur Allemand. Nous étions assis dans son bureau. Même fauteuil en cuir, même horloge murale qui tic-tac, même pile de formulaires sur son bureau, même si ses lunettes de lecture étaient désormais plus épaisses et que sa moustache était passée du poivre et celle au blanc-neige. Qu'est-ce qu'on change aujourd'hui? Demanda-t-il doucement. Mon testament, dis-je. Et je veux créer un trust. Tout ce que je possède, chaque parfum, chaque bien, je veux que ce soit protégé. Et je veux que tout revienne à Emma. Seulement à Emma. Il ne sourcilla pas, hocha simplement la tête et sortit un bloc-notes. Je suppose que nous allons retirer Grégory et Méline. Oui, ils en ont assez de moi. Plus qu'assez. Il leva les yeux vers cela, mais ne fit aucun commentaire. Je veux que ce soit hermétique, continuai-je. Pas de porte dérobée, pas de faille. Emma est la bénéficiaire. Elle aura tout après mon départ. Et d'ici là, elle peut accéder au trust pour l'éducation, le logement, les soins de santé ou les urgences.
Je déciderai de ce qui constitue une urgence. Altman sourit légèrement. Tu as bien réfléchi. Moi aussi. Et ta maison, ton compte retraite, les CD, tout. Si c'est à mon nom, c'est transféré au trust. Compris. Et tu veux garder le contrôle total de ton vivant. Bien sûr. Exactement. Il se pencha en arrière. Emma est une gentille fille. Elle l'a toujours été. J'ai senti une boule dans ma gorge. Elle est la seule à me voir encore comme une personne, et non comme un sac à main. Monsieur Altman ne broncha pas devant l'amertume de ma voix. Alors, assurons-nous que vos souhaits soient respectés. Pendant l'heure qui suivit, nous passâmes en revue chaque point. Il posa des questions. Je donnai des réponses fermes. Plus d'incertitude. Plus de bénéfice du doute. Arrivé au bout, il rassembla les papiers dans un dossier et me regarda avec une pointe d'admiration. J'aurai le projet final prêt dans quelques jours, dit-il. On le fera authentifier et ce sera fait. Merci, dis-je sincèrement. Dehors, l'air était devenu frais. Je rentrai lentement chez moi, m'arrêtant une fois pour acheter un petit poinsettia chez le fleuriste. Je ne décorais plus beaucoup, mais je voulais quelque chose de coloré sur la table de la cuisine, quelque chose de vivant. Dès que je franchis la porte, le téléphone sonna. Je ne reconnus pas le numéro, mais je répondis quand même. Grand-mère, c'était Emma. Sa voix, haletante, nerveuse, chaleureuse. J'ai bien reçu ta lettre. Je m'assis au la table de la cuisine. Vraiment? Je ne savais pas ce qui s'était passé. Papa et Méline ont dit que tu avais annulé ton vol à la dernière minute. Ils ont fait comme si tu avais juste changé d'avis. Bien sûr que si. J'étais là, ai-je dit doucement. J'ai atterri. J'ai attendu. J'ai vu les photos. Emma s'est tue. Je suis vraiment désolée, a-t-elle murmuré. Je n'en savais rien. Je sais, ma chérie. Ce n'est pas de ta faute. J'aurais dû appeler. J'aurais dû vérifier. Tu ne savais pas. Ce n'est pas toi qui as fait ce choix. Elle a reniflé à l'autre bout du fil. Tu m'as tellement manqué ce jour-là. Je ne me sentais pas bien sans toi. Pour la première fois depuis l'aéroport, les larmes me piquaient les yeux. Mais elles ne sont pas tombées. Pas cette fois. Merci, ai-je dit. Ça signifie plus que tu ne le penses. Il y a eu un silence entre nous. Pas gênant, juste profond. Grand-mère, a-t-elle finalement dit. Puis-je venir te voir le week-end prochain? J'ai une pause dans les cours. Je prendrai le train. Mon cœur s'est rempli d'une douce et douloureuse émotion. Bien sûr, j'ai dit. La chambre d'amis est prête. J'apporte l'échiquier, dit-elle. Tu joues toujours? Je n'ai pas arrêté. On a raccroché quelques minutes plus tard. J'étais assis à la table, la main toujours posée sur le téléphone. Pour une fois, je ne me sentais pas oublié. Je ne me sentais pas invisible. Je me sentais vue. Ce samedi-là, juste après-midi, je me tenais à la gare, vêtue de mon manteau le plus chaud, à regarder les passagers descendre du 1137 en provenance de Worcester. Le quai sentait le diesel et la pluie. Je serrais le sac en papier dans mes mains, un sandwich et une pomme, au cas où elle aurait oublié de manger. Et puis elle était là. Emma est descendue du train, vêtue d'un sweat à capuche trop grand et d'un jean, ses boucles brunes rentrées sous un bonnet, un sac en toile usé en bandoulière. Elle paraissait plus âgée que la dernière fois que je l'avais vue, plus vive d'esprit. Mais quand elle m'a aperçue, son visage s'est illuminé d'une expression pure et reconnaissable. Elle s'est précipitée vers moi et m'a serré dans ses bras comme si elle le pensait vraiment. C'était aussi simple que ça. Non. Question, pas d'excuses, pas de tension entre nous. Juste ses bras autour de moi, serrés et sincères. Salut, grand-mère, murmura-t-elle dans mon épaule. Salut, ma belle, dis-je. Tu es là. Nous rentrâmes en silence un moment. Elle observa les rues comme si elle essayait de les mémoriser. Je conduisis lentement, prudemment, la laissant s'imprégner de l'atmosphère. Le quartier n'avait pas beaucoup changé, mais il était différent avec elle à mes côtés. De retour à la maison, je préparais du thé pendant qu'elle posait son sac dans la chambre d'amis. Elle revint avec cette aisance familière de quelqu'un qui a sa place, blottie dans un coin du canapé comme si elle n'était jamais partie. L'échiquier attendait sur la table basse. Nous jouâmes une partie. Elle gagna. Puis nous en jouâmes une autre. J'ai gagné celle-là. À la loyale. Plus tard, nous nous installâmes à la table de la cuisine, buvant toutes deux une tasse de thé. Le poinsettia que j'avais acheté plus tôt dans la semaine trônait au milieu, toujours rouge, toujours vivant. J'ai relu ta lettre dans le train, dit-elle, en traçant le bord de sa tasse. Je ne t'ai jamais vu écrire comme ça. Je n'ai jamais eu à le faire, dis-je. Avant,
Je pensais que le silence était une forme de grâce, mais ces derniers temps, je crois que ça m'a rendu plus facile à ignorer. Emma leva les yeux vers moi. Je ne t'ai jamais ignoré. Je sais. Elle hésita. Papa ne sait pas que je suis là. Je m'en doutais. Il a appelé il y a quelques soirs pour me demander si je t'avais vu depuis Thanksgiving. Je n'ai pas menti. J'ai juste dit qu'on ne s'était pas encore parlé. C'était gentil. Elle secoua la tête. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était de l'épuisement. J'en ai assez de faire comme si tout était normal. Ça m'a surprise. Emma avait toujours été prudente, diplomate, la gardienne de la paix dans sa famille fragmentée. L'entendre dire ça, calme, posée. Ça m'a dit qu'elle devenait forte. Tu n'as pas besoin de faire semblant ici, dis-je. Jamais, acquiesça-t-elle. Toi non plus. Nous sommes restés assis en silence, sirotant simplement notre thé. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Je n'avais plus besoin de Greg ou de Méline pour ruminer, expliquer ou inventer une autre histoire sur ce qui s'était passé. Je n'avais plus besoin d'un texto, d'un message vocal ou d'une invitation trop tardive. J'avais ça. Ma maison, mon thé, ma petite fille. J'avais moi-même. Ce soir-là, Emma a proposé de préparer le dîner. Elle a cuisiné des pâtes à l'ail et aux épinards, et j'ai râpé du fromage pendant que nous parlions de tout et de rien. Après, nous avons regardé un film idiot et avons beaucoup ri au passage qui n'était pas vraiment drôle. Avant d'aller me coucher, elle s'est assise à côté de moi sur le canapé et m'a dit « Grand-mère, je ne veux pas te perdre. Tu ne me promets rien ? Je ne peux pas te promettre pour toujours. » J'ai répondu « Mais je ne vais nulle part pour l'instant. » Elle a souri, puis m'a serré de nouveau dans ses bras, plus doucement cette fois, mais tout aussi sincèrement. Après qu'elle se soit endormie, je me suis assise dans le silence du salon, l'horloge tic-tac derrière moi comme un lent métronome. J'ai regardé les photos sur la cheminée. Certains visages s'étaient estompés. Certains cadres étaient vides, mais une photo tenait encore debout. Moi tenant Emma bébé. Mes cheveux étaient plus foncés alors, mon visage plus doux, mais la prise de mes mains autour de son petit corps toujours aussi ferme. Je l'ai regardé longuement. Puis je me suis levée, j'ai éteint la lumière et je suis allée me coucher. Emma est partie dimanche après-midi. Nous sommes restés un moment sur la véranda avant son train. Je lui ai tendu un récipient de pâte restante, une écharpe pliée que j'avais tricotée l'hiver dernier et un amour discret que je n'avais pas besoin d'expliquer. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a promis de me rappeler mardi. Puis elle est partie, un rapide signe de la main depuis la fenêtre arrière du train, son souffle embuant la vitre. Je suis restée là jusqu'à ce que le train se réduise à néant, puis je suis rentrée. La maison semblait plus silencieuse que d'habitude, mais pas solitaire. C'était le genre de silence qui suit une parole importante. Un silence pesant et précis. J'ai traversé les pièces lentement, ramassant des tasses, repliant la couverture du canapé, remettant le coffre sur l'étagère. Arrivée à la cuisine, j'ai rouvert le tiroir. Les dossiers étaient là où je les avais laissés. Le dossier de Greg était encore épais de papier. Celui d'Emma était toujours léger. Mais il ne s'agissait plus seulement d'eux. Il s'agissait de moi. J'ai sorti un bloc-notes jaune et j'ai commencé à lister tout ce que j'avais payé ces 15 dernières années. Pas seulement l'argent donné directement, mais aussi des choses que j'avais réglées en catimini. Les réparations de la maison, les franchises médicales, les frais juridiques. Quand Greg a quitté sa première femme, la compte pour leur deuxième voiture, les courses quand Méline était trop fatiguée pour faire les courses. Les collectes de fonds pour l'école que je m'étais sentie coupable de soutenir par un chèque au lieu d'une visite. Ligne par ligne, je les ai notées. À la fin, la liste s'étendait sur 4 pages. C'était étrange. Je ne me considérais pas comme généreuse, juste utile, fiable. Quelqu'un qui aidait parce que c'est ce que font les mères. C'est ce que je faisais. Mais en regardant les chiffres, je l'ai vu clairement. J'avais subventionné leur vie. Et en retour, elles m'ont fait preuve de politesse. Anniversaire creux, sourire fatigué, une chaise près du porte-manteau alors qu'il n'y avait plus de place à la table principale. Je n'étais pas en colère. Pas vraiment. J'en avais juste assez. À 15h17, mon téléphone a sonné. Le nom de Greg s'affichait à l'écran. Je n'ai pas décroché. 1 minute plus tard, un message vocal, puis un SMS. Salut maman. Je prenais juste des nouvelles. J'espère que tout va bien. Préviens-moi quand tu seras libre. Aucune urgence, aucun détail, juste un vague coup de pouce, comme si de rien n'était, comme s'il ne m'avait pas laissé planter au bord du trottoir dans une autre ville pendant qu'il découpait de la dinde et prenait des photos de famille que je n'étais pas censée voir. J'ai effacé le message vocal sans l'écouter. Le SMS, je l'ai laissé sans le lire. Ce soir-là, j'ai allumé une bougie.
Ce n'était pas pour une occasion spéciale, juste pour le calme, pour le silence de la maison, et la façon dont la lumière se reflétait sur le bord du plan de travail de la cuisine. Je me suis servi un verre de vin, une de ces bonnes bouteilles que je gardais pour de vraies vacances. J'ai dressé un couvert, fait chauffer un bol de soupe et me suis assis. Sans faire défiler la page, sans attendre, sans espérer que le téléphone sonne. Je me suis assis dans ma vie. Plus tard, avant de me coucher, j'ai ouvert mes emails et trouvé le dossier « Voyage ». Au bas se trouvait le reçu de mon vol pour Thanksgiving. Aller-retour effectué. Je me l'ai fait suivre, puis j'ai ajouté un mot dans l'objet. Preuve de départ et de retour. Pas de sauvetage, pas de retrouvailles, juste moi. Je ne l'ai envoyé à personne d'autre. Je n'en avais pas besoin. Le lendemain matin, j'ai rappelé Monsieur Allemand. J'y ai réfléchi, lui ai-je dit, je veux ajouter une clause à la fiducie. Bien sûr, il a dit, à quoi pensez-vous? Je veux qu'Emma soit la seule dirigeante, mais je veux aussi une lettre jointe. Pas une lettre légale, une lettre personnelle. Vous pouvez inclure une déclaration d'intention, a-t-il dit. Cela ne changera rien à la légalité, mais cela pourra expliquer vos raisons. Parfait. Alors je l'écrirai. Ce matin-là, je me suis assise et j'ai commencé à écrire à celui qui lira ceci après mon départ. Si vous vous demandez pourquoi les choses ont été divisées ainsi, laissez-moi vous le dire clairement, ce n'est pas une punition. C'est de l'honnêteté. J'ai passé ma vie à donner discrètement, constamment. Mais l'amour sans respect n'est pas de l'amour. La présence sans attention n'est pas une famille. J'ai choisi la seule personne qui m'a vue avant de disparaître. Je n'ai pas terminé la lettre ce jour-là. Je n'avais pas besoin de me presser. Certaines choses méritent d'être écrites lentement. Le mardi est passé sans qu'Emma ne m'appelle. Non pas qu'elle ait oublié, mais parce que nous en avions convenu. Elle avait des consultations cette semaine-là et ne voulait pas être distraite. J'appellerai vendredi, avait-elle dit. Après mon service, à la même heure. Je lui faisais confiance. Ce matin-là, cependant, quelqu'un d'autre a appelé. Meline. Son nom a illuminé mon écran comme un signal d'alarme. Tout en lettres brillantes et au mauvais moment. J'ai laissé sonner. Puis, 30 secondes plus tard, le SMS est arrivé. Salut Irène. J'espère que tu vas bien. Greg m'a dit que tu étais difficile à joindre ces derniers temps. On se retrouve bientôt. Pas de ponctuation là où c'était important. Pas de chaleur là où c'était important. On se retrouve. On n'était pas d'anciens collègues. On n'était pas des voisins qui empruntaient du sucre une fois. J'avais été sa belle-mère pendant presque 15 ans. Je l'avais aidée à trouver son premier vrai travail après la naissance de Ruby. Je lui avais envoyé des paniers de soins quand elle s'était fait enlever la vésicule biliaire. J'avais payé les fleurs pour les obsèques de sa mère quand leur budget était trop serré. On se retrouve. J'ai raccroché sans répondre. Plus tard dans l'après-midi, comme sur Q, un autre message est arrivé. Celui-ci de Greg. Maman. Méline a essayé d'appeler. On commençait à s'inquiéter. Peux-tu juste nous dire que tu vas bien? L'ironie du sort. Ils m'ont laissé à l'aéroport, mais maintenant ils étaient inquiets. Pas quand j'étais debout avec ma valise et que personne ne venait me chercher. Pas quand je me dirigeais vers un restaurant avec les doigts gelés. Pas quand ils ont posté une photo où ils disaient que tout le monde se serrait dans les bras et qu'il n'y avait plus de place pour moi. Mais maintenant, quand le silence leur est revenu, ils ont paniqué. Le silence est puissant. Il déstabilise ceux qui sont habitués à votre bruit, à vos dons, à vos oui. J'ai gardé le téléphone éteint pour le reste de la journée. Ce soir-là, j'ai fouillé le grenier. Pas pour une raison dramatique, juste pour trouver un vieux livre de recettes qu'Emma m'avait demandé un jour, celui avec mon croustillant aux pommes griffonnées dans les marges. Je n'y étais pas montée depuis des années. Les cartons sentaient la poussière et le vieux pain, et l'isolant se recroquevillait comme du papier oublié. Dans un carton étiqueté 1990 à 2005, j'ai trouvé le livre et en dessous des lettres, des dizaines de cartes de Greg adolescent. Des dessins d'Emma enfant. Des mots de remerciement d'amis et de cousins depuis longtemps disparus. Une photo de mon mari en costume du dimanche, tenant une tarte à la citrouille, comme si c'était un prix. Je me suis assise par terre en tailleur et j'ai laissé le passé reposer sur mes genoux. J'avais emmagasiné tant de morceaux de moi-même pour faire de la place aux autres. Je pensais à Greg, petit garçon. Comment il insistait pour dormir la tête contre ma poitrine parce que ton cœur est plus bruyant que la pluie. Comment il pleurait si je partais travailler trop tôt. Comment je lui avais appris à faire ses lacets avec 2 boucles au lieu d'une, parce que c'était plus logique pour lui. Je l'avais aimé si profondément autrefois. Peut-être l'ai-je encore. Mais l'amour n'excuse pas la négligence. Et le pardon ne signifie pas retour. Pas toujours. J'ai soigneusement remis les lettres.
J'ai fermé la boîte. Et ce soir-là, alors que la maison était plongée dans le noir et le monde silencieux, j'ai ouvert le carnet et ajouté 2 lignes supplémentaires à la lettre de confiance. Je ne voulais pas que mon dernier acte soit poli. Je voulais que ce soit clair. Emma, tu m'as vue non pas par obligation, non pas pour ce que j'ai donné, mais parce que tu l'as choisi. C'est ça, la famille. Choix, respect, vérité. Le stylo me semblait plus lourd que d'habitude, mais j'ai écrit quand même. Le lendemain, je suis allée en ville et je suis allée directement chez le notaire. C'était au fond d'un magasin de transport, devant des étagères de papier bulle et un présentoir de cartes de vœux originales. L'homme derrière le comptoir avait des mains douces et une voix longue et posée. Son badge indiquait « Dev ». Je dois légaliser une lettre, ai-je dit en dépliant les pages que j'avais écrites et des documents fiduciaires préparés par mon avocat. Il a jeté un coup d'œil à la première page, puis s'est tourné vers moi. De grands changements? J'ai hoché la tête. Des changements attendus depuis longtemps. Il n'en a pas demandé plus, m'a juste tendu un stylo et m'a guidé à travers chaque signature avec l'efficacité tranquille de quelqu'un qui a vu défiler toutes sortes de fins et de débuts sur son comptoir. Une fois cela fait, je me suis senti plus léger. Pas libre, pas encore, mais plus clair, comme si la route devant moi avait moins de virages. Je suis passé à l'épicerie après, j'ai acheté du lait et des oranges, un bouquet de lilas à moitié prix, le genre de choses qu'on achète quand la vie reprend son cours. Quand on choisit soi-même sa pièce, au lieu d'attendre qu'on la lui apporte à la maison, j'ai déposé les fleurs dans le vase ébréché près de l'évier de la cuisine. Le parfum du lilas s'est lentement répandu dans la maison, doux et sûr. J'ai enlevé mon manteau, je l'ai plié et je l'ai posé sur le dossier de la chaise. Mon téléphone a vibré juste au moment où je rangeais les courses. Greg, encore. Maman, il faut vraiment qu'on parle. Tu ne réponds pas et ça empire les choses. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on est inquiet. Appelle-moi, s'il te plaît. Le message était plus long que d'habitude. Une pointe de panique se dessinait, mais toujours pas de vraies excuses, aucune mention de ce qui s'était passé, aucune responsabilité, seulement l'absence. Et maintenant, le malaise. Il ne regrettait pas de m'avoir oublié. Il regrettait que j'ai arrêté de remplir les blancs. Je me suis assise, j'ai fixé l'écran, puis je l'ai éteint. Cet après-midi-là, j'ai ressorti les dossiers. Celui de Greg, celui d'Emma, le dossier de confiance, et je les ai enfermés dans ma boîte ignifuge, que j'ai glissée sous le lit. Non pas que je cachais quoi que ce soit, mais parce que j'en avais fini. Fini d'expliquer, fini de demander, fini d'attendre. J'ai fait de la soupe ce soir-là. Lentils, carrots, ale. Mes mains savaient encore doser à l'instinct. J'ai cuisiné, pour une personne, pas pour l'absence. J'ai mis la table, non pas en signe de deuil, mais par rituel, par respect pour moi-même. La soupe était bonne. Plus tard, je me suis assise à nouveau sur la véranda, emmitouflée dans un châle, l'air juste assez frais pour donner l'impression que quelque chose bougeait. Et tandis que les lampadaires s'allumaient un à un, je me suis souvenu d'un moment auquel je n'avais pas pensé depuis des années. Greg avait 10 ans. Il était rentré de l'école avec une lèvre fendue et de la boue sur son jean. Un autre garçon l'avait bousculé dans le champ pendant la récréation. Il n'avait pas pleuré, il était juste resté debout près de l'évier, se rinçant les mains en sang, en disant « Ce n'est rien. Ce n'est rien. » Je m'étais accroupie à côté de lui et lui avais dit « Tu as le droit d'être blessé. Ça ne te rend pas faible. » J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça, car j'avais été blessée en silence, constamment, pendant des années, et j'avais laissé passer ça sans rien faire, pensant que l'endurance était une vertu. Mais ce n'est pas le cas. Pas toujours. Parfois, c'est juste une question d'attente. Parfois, c'est juste le prix du silence. Je sirotais mon thé lentement, laissant la nuit s'installer. Les fleurs de la cuisine se balançaient légèrement dans un courant d'air, une teinte violette floue dans l'obscurité. Quelque part plus loin, un chien aboya. Une voiture s'arrêta dans une allée. Quelqu'un rit d'un rire aigu et aigu. Un son d'une autre vie. Et je m'assis dans la mienne. Pas de questions. Pas d'attente, juste le poids de mes biens. Enfin entier. C'était vendredi après-midi, en fin d'après-midi quand on frappa. Je pliais du linge à la table de la cuisine, des serviettes pour la plupart, encore chaudes du sèche-linge quand je l'entendis. 3 coulants, pas le facteur, pas un voisin, le genre de coup qui sème l'hésitation. J'ouvris la porte et elle était là. Meline. Ses cheveux étaient trop parfaits, comme s'ils avaient été brossés et vaporisés dans la voiture. Elle portait des talons trop étroits pour nos trottoirs et un sac cabas en bandoulière. Son visage arborait cette expression soignée que j'avais appris à connaître, mi-inquiétude, mi-performance. « Irène » dit-elle d'une voix presque tendre. « On peut parler ?» Je n'ai pas répondu tout de suite,
je me suis juste écartée et je l'ai laissé entrer. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle en entrant, comme si elle s'attendait à de la poussière ou à de l'abandon. La maison avait la même apparence, mais quelque chose avait changé dans l'air. Je le savais, et je pense qu'elle aussi. Je l'ai conduite au salon. Elle ne s'est assise que moi. Elle a soigneusement posé son sac à ses pieds et a croisé les mains sur ses genoux. Je sais que tu es contrariée, a-t-elle commencé d'un ton déjà poli. Et je voulais juste te dire que tout ça n'était qu'un énorme malentendu. J'ai dit, rien, a-t-elle poursuivi. Greg pensait que ton vol était vendredi. C'est ce qu'il m'a dit. On ne savait pas que tu avais déjà atterri. Et la photo? Quoi? La photo de Thanksgiving. La légende qui disait, maison comble. Vous tous souriant à table. Elle baissa les yeux. Que c'était juste quelque chose que j'avais posté pour les fêtes. Je ne voulais pas te blesser. Mais tu l'as fait. Elle releva les yeux trop vite. Enfin, oui, mais je pense qu'il faut passer à autre chose. Tu manques aux enfants. Greg a appelé. On est tous inquiets. Tu nous as exclus. Je laissai échapper un petit soupir. Non, j'ai juste arrêté de combler le silence pour toi. C'est différent. Sa bouche se serra. Je suis venue ici parce qu'on veut arranger les choses. Je la regardai, puis je regardai attentivement l'effort derrière son maquillage, l'impatience cachée dans sa posture, l'esquive qu'elle arborait comme un parfum. Tu n'es pas venue arranger les choses, dis-je. Tu es venue voir si j'étais encore utile, dit-elle en se redressant. Ce n'est pas juste. Mais c'est vrai, dit-elle en jetant un coup d'œil vers le couloir, comme si Greg allait surgir et la sauver de cette conversation. J'en ai assez donné, dis-je. Calmement. Plus que suffisant, et j'ai décidé de la suite. Cela attira son attention. Ses yeux se plissèrent légèrement. Je ne suis pas en colère, dis-je. Je ne suis pas amère. J'en ai simplement fini. Irène, dit-elle, et sa voix était maintenant plus tendue, plus froide. Ce n'est pas ton genre. Je sais, dis-je. C'est mon genre maintenant. Il y eut un silence. Elle remua sur son siège. Greg, c'est que tu as fait des changements. J'imagine qu'il commence à se douter de quelque chose. Son visage se crispa. Et la maison, tes comptes réglés. Le silence qui suivit fut pesant, une sorte de règlement de compte. Finalement, elle prit son sac et se leva. Eh bien, dit-elle d'un ton sec. Je suis désolée que tu ressentes ça. Je souris légèrement. Non, tu es désolée que j'ai arrêté d'accepter moins que ce que je méritais. Elle ne répondit pas. Se retourna simplement et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, elle hésita. Greg est vraiment inquiet. Il devrait l'être, dis-je. Pas parce que je suis partie, mais parce que je ne reviendrai pas. La porte se referma derrière elle avec un léger clic. Je restai là un long moment, la main sur la poignée, l'air encore bourdonnant de l'échange. Puis je retournai à la cuisine, finis de plier les serviettes, alluma une bougie et me préparai une tasse de thé. Le téléphone sonna une fois ce soir-là. Encore Greg. Je laissai sonner, non par cruauté, mais parce que le silence m'appartenait enfin. Le samedi fut calme. Je me réveillai tôt, non par nécessité, mais parce que mon corps avait retrouvé un rythme libéré des attentes ou du bruit de l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Le ciel dehors était pâle et doux, le genre de matinée où rien ne presse ni ne promet rien, juste des cadeaux. J'apportai mon thé sur le porche et m'assis sous la courte pointe délavée que je gardais drapée sur le dossier du fauteuil en osier. La vapeur montait lentement la tasse. Quelque part dans la rue, un enfant cria, suivi du roulement d'un skateboard. L'hiver se retenait encore, mais pas pour longtemps. Je repensai à la visite de Méline. Pas avec des regrets, non pas de colère, juste de la curiosité, comme si j'observais quelqu'un se souvenir d'une conversation qu'il n'avait jamais vraiment eue. Elle n'était pas venue pour la paix. Elle était venue pour le contrôle. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne l'avais pas donnée. C'était ça, la victoire. Ni pour gagner, ni pour avoir raison, mais pour rester ancré, pour ne plus faire preuve de grâce juste pour le confort des autres. Cet après-midi-là, Emma a appelé. Sa voix était claire dans le combiné. « Salut, grand-mère. Je suis en pause, mais je voulais prendre de tes nouvelles. Comment s'est passée ta semaine ?» Mouvementée, ai-je dit en sirotant ma deuxième tasse de thé, mais calme. Elle a compris le ton. Il s'est passé quelque chose. Méline est passée. Oh, elle a dit qu'elle et Greg voulaient arranger les choses. Vraiment? Non. Emma a expiré entre ses dents. Je suis désolée. Ne le sois pas. Je n'étais pas surprise, mais je n'étais pas ébranlée non plus. Il y a eu un silence de sa part. Puis elle a dit doucement,
tu as l'air différente. Suis-je plus forte? Je crois que oui. Nous avons parlé un moment de sa patience, d'un devoir qu'elle écrivait, du chat qui avait renversé sa lampe préférée, des choses du quotidien qui façonnent la vraie vie. Quand nous avons raccroché, je n'ai plus ressenti cette douleur familière de l'absence. Je me sentais connectée, présente, comblée. Plus tard, j'ai passé l'après-midi à fouiller dans les tiroirs de la chambre d'amis. Non pas par urgence, mais parce que je me sentais prête à décider de ce qui comptait. J'ai trouvé une parure de lit que je n'avais pas utilisée depuis des années. Emma pourrait les aimer. Une paire de boucles d'oreilles que j'avais gardées pour les 16 ans de Ruby avant d'apprendre que mes cadeaux restaient fermés dans des tiroirs ou disparaissaient complètement. Je les ai gardés longtemps. Argentéis, simples, classiques. Je les avais achetés quand Ruby était encore bébé, imaginant le moment où elle se tiendrait devant un miroir, les glissant dans ses oreilles avant un bal de fin d'année. Mais maintenant, elles me semblaient être les symboles de quelque chose qui ne m'appartiendrait jamais. Je les ai mises de côté, non pas avec amertume, mais enfin. Ce soir-là, j'ai écrit. Encore mon carnet. Pas une lettre cette fois, juste une liste. Des choses que je ne devais plus. Des explications. Des secondes chances pour ceux qui gâchent les premières. Des excuses pour avoir pris de la place. Une place à une table qui ne fait pas de place. Le silence. Et puis, à côté, j'ai écrit une autre liste. Des choses que j'ai encore. Mon nom, ma paix, mon esprit, ma maison, la voix de ma petite fille à mon oreille, qui me disait « plus forte ». J'ai déchiré la page et l'ai pliée en deux. Je l'ai collée au dos de la porte du placard sous l'évier, là où je serais la seule à la voir, où je rangeais les gants de vaisselle et les éponges supplémentaires. Un étrange lieu de force, mais bien réel. Ce soir-là, j'ai remis la table pour une personne, mais cette fois, j'ai allumé 2 bougies, non pas parce que quelqu'un d'autre allait venir, mais parce que j'étais pleinement là. Je me suis assise, j'ai servi ma soupe à la cuillère et j'ai murmuré, non pas pour faire le drame, non pas pour me faire mal, mais parce qu'il fallait que ce soit dit, je suis toujours là. Et je l'étais. J'ai passé le premier dimanche de décembre à décorer la véranda. Rien de compliqué, juste une simple couronne de sapin avec un ruban rouge et 2 guirlandes lumineuses blanches et chaudes le long de la balustrade. Je ne l'ai pas fait pour les voisins, ni par nostalgie. Je l'ai fait parce que je voulais que la maison brille pour moi, pour une fois. À l'intérieur, j'ai mis une bouilloire, allumé la vieille radio et laissé le jazz doux se diffuser dans les pièces. Avant, je décorais pour les enfants. Des chaussettes avec leurs prénoms, des biscuits en forme d'étoile et le vieil ange en feutre qu'Emma avait confectionné à la maternelle. Mais cette année, pas de chaussettes, pas de chaises supplémentaires, pas d'attente. Cette année, j'ai allumé le feu tôt et préparé un couvert pour le thé, le mien. Au moment où le soleil disparaissait derrière les maisons d'en face, le téléphone a sonné. C'était encore Greg. J'ai répondu cette fois. Maman. Sa voix était plus faible que dans mes souvenirs. Je suis là, ai-je dit. Calme, posé. Il y a eu un silence. Je ne pensais pas que tu décrocherais. Je sais. Un autre silence. Plus long. J'ai vu les papiers, a-t-il dit. Enfin, de l'avocat, de la fiducie, des changements. Je me suis dit. Tu le ferais. Son souffle s'est arrêté, comme s'il s'attendait à un ton différent. Je ne comprends tout simplement pas. Après tout, exactement, je l'ai interrompu. Après tout, il s'est tu. Tu parles de l'argent? A-t-il dit finalement. Je parle du schéma, ai-je répondu. L'oubli, les appels tardifs, les anniversaires manqués, l'aéroport, la photo. Ce n'était pas intentionnel. Non, j'ai dit que c'était pire. C'était pratique. Voilà. La vérité à voix haute, sans excuse. Tu nous punis, a-t-il dit. Mais cela ressemblait moins à une accusation qu'à un espoir que je puisse le nier. Rassure-le. Ply. Non, j'ai dit que je me libérais de mes obligations, de vieilles loyautés qui ne me suivaient qu'à sens unique, de la culpabilité que j'avais portée si longtemps que j'avais oublié ce qu'était la légèreté. Je n'aurais jamais pensé en arriver là, a-t-il murmuré. Je sais, sa voix s'est brisée. Nous sommes toujours ta famille. Non, Greg, j'étais ta famille. Tu n'es plus à moi depuis longtemps. Et c'est ainsi que nous avons terminé. Pas en criant, pas avec résolution, juste avec une vérité dite assez doucement pour résonner pendant des années. J'ai raccroché, me suis tenue à la fenêtre et ai regardé le lampadaire vaciller. Le lendemain, j'ai posté un petit paquet à Emma. À l'intérieur, les boucles d'oreilles en argent enveloppées dans un tissu doux, une copie du trust et un mot. Elles sont à toi. Non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que tu es venu. Porte-les quand tu as un doute. Tu n'es jamais invisible dans cette maison. Ni alors, ni maintenant, ni jamais.
Elle a appelé 3 jours plus tard, pleurant et riant à la fois. Grand-mère, a-t-elle dit, la voix tremblante. Je ne sais pas quoi dire. Tu l'as déjà fait, ai-je dit. Le jour où tu as demandé à venir me rendre visite. Le jour où tu es venu sans raison. Ce soir-là, j'ai allumé la cheminée et me suis assise dans sa chaleur. Dehors, la rue était calme, saupoudrée de la première neige de la saison. Je l'ai regardée tomber par la fenêtre, lente et propre. Et j'ai repensé à tous les Thanksgiving précédents, ce que j'avais cuisiné malgré la douleur, ce que j'avais vécu en silence, ce que j'avais vécu j'ai été invitée après coup. Et puis celle-ci, celle que je me suis offerte. Pas de couteau à découper, pas de nappe, pas de seconde portion, juste une promenade, un dîner, une part de tarte, et la chose la plus claire que j'ai jamais goûtée. Pas d'amertume, mais la liberté. Et si vous lisez ceci, si vous avez déjà attendu quelqu'un qui a oublié de vous attendre, écoutez bien. Vous pouvez vous arrêter maintenant. Vous pouvez vous allumer une bougie. Vous pouvez acheter votre propre tarte. Et vous pouvez recommencer ici, maintenant. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Quelqu'un a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. Votre silence a de la valeur. Votre place vous appartient, et vous n'avez pas besoin de permission pour la garder.